Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Il paraît que nous serions en guerre. Nous sommes en guerre, disent certains. Nous sommes en guerre. La guerre Russie-Ukraine, c'est la nôtre. Si nous ne faisons pas telle ou telle chose, l'Europe est perdue. Mais sommes-nous vraiment en guerre? À quel niveau? Car, vous savez, les mots ont un sens et les sens un mot. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Cette chanson n'est pas d'hier. Cette chanson date de plus de 60 ans. C'est une chanson de Boris Vian. C'était pendant la guerre d'Algérie, le début de la guerre d'Algérie. Et ce n'est pas par provocation que je l'ai mise. Bonjour, Général André Coustou. Bonjour, M. Berkov. Général Coustou, alors justement, vous avez publié une lettre et c'est ça qui a attiré mon attention et je ne suis pas le seul à avoir lu cela et il y a beaucoup de commentaires. Vous avez écrit sur Place d'Armes, vous êtes président d'honneur du site Place d'Armes et nous avons reçu des membres de Place d'Armes déjà, sur ce qui se passe en ce moment et surtout depuis le 24 février 2022, début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. On va en parler parce que vous soulevez quelques points très importants par rapport à ce qui se passe. Mais auparavant, Général Coustou et les éditeurs de Sud Radio, je voudrais vous faire écouter quelques extraits de ce qu'a dit Emmanuel Macron, le président de la République, à Prague, il y a 2 jours. Écoutez, il a été quand même lui aussi très précis, mais dans un tout autre sens. Écoutez. Nous abordons à coup sûr un moment de notre Europe où il conviendra de ne pas être lâche. On ne veut jamais voir les drames qui viennent. On ne veut jamais voir ce qui se joue. Et je crois que nos 2 pays ont conscience de ce qui est à l'œuvre en Europe. Du fait que la guerre est revenue sur notre sol, que des puissances devenues inarrêtables sont en train d'étendre la menace, chaque jour de nous attaquer nous-mêmes davantage. Et il nous faudra être à la hauteur de l'histoire et du courage qu'elle implique. Ce sera aussi notre responsabilité, aux uns et aux autres. Et c'est cela aussi que je suis venu bâtir. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron, donc il y a 2 jours à Prague, reçu à Prague avec le président. Alors, je crois qu'on a un autre extrait. Allons-y, tout de suite. Est-ce notre guerre ou n'est-ce pas notre guerre? Pouvons-nous nous détourner, considérer que les choses peuvent continuer à se jouer? Je ne crois pas. Et donc, c'est un sursaut stratégique auquel j'ai appelé et que j'assume pleinement. Il nous faut être lucides sur la réalité de la situation qui se joue en Europe, les risques qui sont à l'œuvre et ce que nous devons assumer. Je suis convaincu que, justement, la clarté assumée de ces propos est ce dont l'Europe avait besoin. Qui a lancé la guerre en Ukraine? Vladimir Poutine. Qui menace, quoi que nous fassions, quoi que nous disions, avec l'arme nucléaire? Le président Poutine. Tournez-vous tous vers lui pour savoir, lui, quelles sont ses limites stratégiques. Mais si chaque jour nous expliquons quelles sont nos limites, face à quelqu'un qui n'en a aucune et a lancé cette guerre, je peux déjà vous dire que l'esprit de défaite est là qui rôde, pas chez nous. Voilà. Général Coustou, intéressant. Oui. Esprit de défaite, pas de lâcheté. Est-ce que c'est notre guerre ou ce n'est pas notre guerre, dit le président de la République, chef des armées, je le rappelle. Telle est la question, on doit se poser jusqu'où. Face à nous, on a quelqu'un d'inarrêtable. Quelle est votre réaction? Tout d'abord, je salue tous les amis de la France qui nous écoutent. Alors, le président parle de menaces et de déclenchement de la guerre. Je crois que c'est Montesquieu qui a dit que le responsable d'une guerre n'est pas celui qui la déclenche ou la déclare, mais celui qui en a créé les conditions pour qu'elle soit inévitable. Ouais. Voilà. Alors ensuite, quel est le militaire raisonne simplement. Quelle est notre menace et quel est notre ennemi? Est-ce que la Russie nous menace vraiment? Je ne pense pas. Quel est notre ennemi? L'ennemi, c'est la menace concrétisée. Pour moi, l'ennemi est clairement identifié.
fait malheureusement celui qui devrait être garant de notre sécurité et du respect de nos institutions. L'ennemi, c'est celui qui vient de s'exprimer. Pardonnez-moi, mais... L'ennemi pour vous, c'est Emmanuel Macron, oui. Exactement. Macron, le fossoyeur, le liquidateur, la France vendue à l'hélico, j'en passe et des meilleurs. Voilà. Et quand on voit l'état de la France aujourd'hui, on sait qu'il a détruit. Je rappelle quand même qu'en 2021, la lettre à nos gouvernants, qui nous avait valu tant d'opprobre, était simplement un signal d'alarme. Nous demandions à nos gouvernants de faire ce pourquoi ils sont grassement payés, c'est-à-dire d'arrêter le délitement de la France, sur lequel la majorité des Français étaient d'accord. Le président lui-même n'a jamais donné un signe de vie, n'a jamais répondu à notre injonction, à notre demande, à notre supplication. Autrement dit, il ne sait toujours pas ce que c'est qu'un chef. Le premier devoir d'un chef, c'est protéger ses subordonnés. Ensuite, aujourd'hui, est-ce que vraiment vous pensez que M. Poutine a l'intention d'aller se baigner dans l'Atlantique ou dans la Manche? Il suffit de regarder une carte de géographie et l'état de la France aujourd'hui pour se comprendre qu'il n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin d'envahir le Liechtenstein de la France. Donc, pour moi, la Russie n'est pas une menace. Et alors justement, vous en parlez dans votre lettre, alors on va aller plus loin. Vous dites la Russie n'est pas une menace, et vous dites ceci dans votre lettre et dans votre billet, général André Coustou, la question de la légalité de notre engagement se pose. Je cite très rapidement. Vous citez d'abord l'article 411.3 du Code pénal révisé par l'ordonnance du 19/11/2000. Nous nous interdisons de livrer des armes, des moyens militaires au détriment de la défense nationale. Et puis vous citez surtout, l'accord de sécurité signé à Paris le 16 février dernier entre, non pas, vous soulignez, la France et l'Ukraine, mais entre les présidents respectifs, témoigne d'un degré supplémentaire dans l'illégalité. Donc vous dites que la posture ou les mots d'Emmanuel Macron ou cet envoi actuellement est illégal en fait, selon vous n'êtes pas juriste, mais enfin, en droit, à votre avis? Absolument. L'accord qu'il a passé avec M. Zelensky ressemble à un billet doux entre deux copains. Pardonnez-moi d'être si... non, mais... Il n'a rien fait dans la légalité. Alors, il commence à se rendre compte que ça va pas très bien dans son propre camp. C'est la raison pour laquelle, le 12 mars prochain, je crois, il y aura un débat au Parlement. Or, tout à fait. L'engagement en Ukraine date d'il y a 2 ans. Quant aux moyens, ce sont nos propres parlementaires, députés, qui, en signant la résolution du 30 novembre 2022, je m'en souviens très bien, c'était le jour de ma fête. Oui. Ils ont accepté, ou ils ont encouragé l'Union européenne et le gouvernement à fournir des armes en Ukraine. Et en toute rigueur, on ne peut pas le reprocher, mais on sait très bien que des moyens ont été prélevés sur nos forces, ce qui est en contradiction flagrante avec la réforme du Code pénal de 2411 et quelques, je ne me souviens plus exactement du numéro, qu'elle faisait allusion. L'ordonnance du 19 novembre, c'est ça, oui. Voilà. Le législateur foule au pied le texte qu'il a lui-même signé. Tout ça avec la caution du président. Il ne peut pas l'ignorer. Ouais. Donc, pardon ? Oui, non, je vous écoute. Général. C'est absolument inacceptable. C'est pour ça que nos parlementaires, qui pour certains commencent à se réveiller, sont pour la plupart des godillots. Je pèse mes mots. Madame Agnès Thiel et Madame Martine Weber, que j'ai rencontrées, qui ont été des macronautes de la première heure, enthousiasmés par le nouveau président, ont vite compris qu'on leur demandait, au cours de la première séance à l'Assemblée, de répondre, de ne pas répondre, d'accepter, de ne pas voter. Donc, elles se sont levées courageusement, parce qu'elles ont compris qu'on n'était pas en démocratie. Voilà. Alors aujourd'hui, dans le camp même du président, il y a des voix qui s'élèvent, parce que qui a envie d'une guerre dont personne ne veut, en fait? Car il part du courage, du manque de courage. Alors,
s'il est vraiment si courageux que ça, notre président, je l'engage à jouer les Bonaparte sur le pont d'Arcole. Vous savez, il y a d'abord plusieurs généraux qui ont été blessés au front face aux Autrichiens, et Bonaparte, n'écoutant que son courage, s'est engagé lui-même sur le pont d'Arcole en drapeau à la main. Bon, ça s'est bien terminé, mais j'encourage aujourd'hui le président à aller en première ligne sur le front ukrainien face aux Russes, avec ces généraux qui sont les ministres qui l'adoublent, qui le cautionnent, qui le soutiennent, qui ne se rendent même pas compte de ce qui se passe. Est-ce que ces gens-là accepteraient que leurs propres enfants soient engagés sur la guerre en Ukraine? Je rappelle quand même que M. Chirac avait suspendu le service national pour différentes raisons, dont une, c'est l'inégalité des Français face au service national. Sauf qu'on oubliait de dire que c'était les fils à papa et à maman qui étaient les premiers détournés du service national. Aujourd'hui, est-ce que le président et ses ministres enverraient de bon cœur leurs enfants se faire percer le flanc sur le front ukrainien? Bon, donc, d'une part, il fait ce qu'il veut, quand il veut, et quand il veut. Et je donne la définition du Robert, mon bon vieux Robert, sur le tyran, puisque j'utilise ce mot. Un tyran, c'est une personne qui a le pouvoir suprême, l'exerce de manière absolue et oppressive. On en est là. Alors pourquoi vous pensez que vraiment, Général Cousteau, vous pensez vraiment qu'on en est là? Qu'on est à la tyrannie, enfin, parce que vous dites, juste un mot là, on va prendre une petite pause, mais on reste avec vous. C'est absolument passionnant. Vous dites ceci, vous dites que on a franchi avec cet accord de sécurité, n'est-ce pas, degré suprême dans l'égalité, et vous dites, vous, on est quelque part en tyrannie. C'est ça que vous dites? Absolument. Oui. Absolument. Il brandit la liaison nucléaire lorsqu'il est en Suède. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est de la gesticulation? À quoi ça sert? Il menace de toutes parts, mais qu'est-ce qu'on est capable de faire, nous, armée française? On le sait très bien. L'armée française, qui est encore une meilleure, sinon la meilleure en Europe, ne peut, en haute intensité, que se tenir une guerre pendant 3 jours et sur 80 km de front. C'est tout. Absolument. Oui, c'est clair. C'est pas moi qui le dis. Ouais. En plus, il y a un déficit de personnel. On a manqué de 2000 à 2500 personnels en 2023 dans l'armée de terre. Et une hécatombe de démissions de colonels en particulier. J'en connais un certain nombre. Je vous ai juste une anecdote. Oui. Le 14 juillet dernier, à l'École nationale des sous-officiers d'actifs de Saint-Mexan-l'École, où j'ai passé 4 ans quand même. Et il y avait à l'époque 4 colonels. J'apprends que le général commandant l'école est en panne de colonel pour défiler devant l'école. C'est lui qui a revêtu une tenue d'élève, je ne sais pas pour quelle raison, et ça ne me regarde pas. C'est-à-dire que c'est le monde à l'envers. Normalement, quand le chef est indisponible, c'est le second qui prend le relais. Et tant qu'il y a un homme, il y a un chef. Or là, c'est le chef qui fait le travail de ses subordonnés. Pourquoi? Parce qu'on manque de colonels. Alors là, je fais un appel, franchement, très sérieusement. Il faut que ceux qui se posent la question réfléchissent bien avant de quitter le navire. J'ai avalé moi-même un certain nombre de couleuvres. Quand j'étais capitaine, le nez dans le guidon, ça n'est absolument pas péjoratif, ça veut dire que j'ai tout donné à mon métier. On m'expliquait que la menace était à l'Est, l'Union soviétique, le pacte de Varsovie, le monde communiste. Je le croyais. Mais j'avais le nez dans le guidon, je pédalais, 6 enfants sur le porte-bagages, et le président nouvellement élu arrive avec 4 ministres communistes au gouvernement. Franchement, il y a de quoi se frotter les yeux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, il y en a qui sont partis, pas beaucoup, moi je suis resté. L'armée française survivra, la France survivra, même si les hommes qui sont actuellement au pouvoir vont disparaître dans peu de temps et vont en rendre des comptes. Donc j'engage vraiment nos camarades, nos jeunes camarades, même plus gradés que moi, qui sont en activité, qui se posent la question, à ne pas abandonner le navire. Et de sortir la tête du guidon, effectivement, à un moment donné. Restez avec nous, Général Cousteau, nous avons encore 2 ou 3 questions à vous poser. Je crois par rapport à ce que vous avez écrit, qui sont très importantes, c'est crucial en ce moment. À tout de suite, après cette toute petite pause, et on se retrouve avec le Général André Cousteau. Et vous aurez la parole 0826 300 300 pour réagir et pour poser vos questions. À tout de suite.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec le général André Coustou, président d'honneur de Place d'Armes, sur ce qui se passe avec la situation Russie-Ukraine, les mots, les discours, les récents du président Macron. Et vous dites dans votre chronique, dans votre billet, général Coustou, vous allez quand même assez loin. Vous dites ceci dans son article L 4122-1 du Code de la Défense. Il est stipulé qu'un militaire n'est pas obligé et a même le devoir de ne pas obéir à un ordre manifestement illégal, ce qui est avéré ici de par le vide juridique montré plus haut. Mais vous appelez à la désobéissance ? Alors, je vais vous donner des exemples qui sont aux extrémités de la chaîne. Le sujet est délicat. Un capitaine qui a fait un prisonnier, s'il donne l'ordre à un de ses subordonnés de faire parler le prisonnier, même en le torturant, le subordonné a le devoir de ne pas obéir parce que l'ordre est manifestement illégal. D'accord. En revanche, ça c'est clair. En revanche, quand il s'agit du chef d'état-major des armées, c'est plus compliqué. Parce que lui est chargé de transmettre les intentions du politique, si tant est que celui-ci en est, au-delà du pas de bavure et de la prochaine élection. Il transmet les intentions du politique aux soldats. Et comme l'a dit le général Lecointre, le soldat est quelqu'un qui tue sur ordre. C'est très difficile. Ouais. C'est très délicat. Il faut se comprendre. Alors, évidemment, le chef a toujours la possibilité de désobéir, mais quand il désobéit au président, il ne doit pas le faire de façon brutale. Je vous donne un exemple concret. En 2018, au moment de la crise des Gilets jaunes, le chef des armées, qui est le président, avait donné des ordres ou directives pour que l'armée soit interposée entre, d'une part, les Gilets jaunes et d'autre part, le Palais Bourbon et l'Élysée. Avec, c'est ça qui est important, éventuellement la possibilité de tirer sur les manifestants. Eh bien là, il a été fait savoir au président, sous une forme que j'imagine un peu diplomatique quand même, oui, que l'armée ne tirait pas. Ce qui veut dire qu'il y a des lignes rouges. Et que, dans ce domaine, on espère que les lignes rouges fonctionneront. On ne les connaît pas. Et ça fait partie aussi de la dissuasion. Oui, et heureusement, nous ne sommes pas encore en guerre. Oui, absolument. On peut désobéir en son âme et conscience. Je rappelle également le commandant Élie de Saint-Marc qui avait dit en son temps qu'on pouvait tout demander à un soldat, même de mourir, c'était son métier, mais qu'on ne pouvait pas lui demander de trahir son honneur, de se parjurer, je cite de mémoire, hein. Ouais. Voilà. Un soldat n'est pas un mercenaire. Sinon, il suffit de mettre des robots. Mais nous avons encore des hommes et des femmes qui sont capables de réfléchir. En fait, alors, général, dernière question. Est-ce que vous, dans ce que vous dites, ça m'a fait penser à la phrase du général de Gaulle sur Albert Lebrun. Il était chef d'État à condition qu'il soit un chef et qu'il y a encore un État. Vous pensez que nous en sommes là ? Bon, le chef n'a pas besoin de dire qu'il l'est. Alors, quand il a dit au général de Villiers que c'est moi le chef, ça prouve qu'il n'avait pas tout compris encore. Je n'ai jamais entendu de ma carrière un chef me dire cela, parce que le chef s'impose de lui-même, naturellement. Alors, la deuxième partie de la question, pardon ? Oui, encore fût-il fallu qu'il y ait un État, vous savez, en disant chef d'État. C'était la phrase de Gaulle sur Albert Lebrun. Oui, alors... qu'est-ce qui va bien en France aujourd'hui ? Je ne vais pas faire je vais pas lister tout ce qui va mal. Après 7 ans de gouvernance, on ne peut que constater que ça ne va pas. Est-ce que l'État est encore là ? Est-ce que la justice rend la justice conformément à ce que l'on attend ? Je rappelle quand même qu'en 2021, j'avais porté plainte contre M. Mélenchon et une ministresse pour diffamation.
Bon, la ministresse a été traduite devant la Cour de justice de la République, mais entre amis, on ne va pas se faire de misère. Le sieur Mélenchon, lors de sa plaidoirie à cette 17e chambre correctionnelle, n'a pensé qu'à citer l'extrême droite, à quoi j'ai répondu que j'étais ni l'extrême droite ni l'extrême gauche, mais l'extrême France. Mais le sieur Mélenchon a été blanchi. Ou plutôt... enfin, disons non-lieu, etc. Oui. C'est ça. Mais j'ai eu la cassation, pourquoi? Parce que sinon, c'est considérer que la justice trouve normal qu'on le traite de séditieux, de factieux, de nasillon, d'appel au soulèvement. Alors, qu'il soit bien clair, je n'ai rien contre le sieur Mélenchon, dont on connaît les oui, on va pas rester sur Mélenchon en général, on va pas passer... Moi, c'est la justice qui m'intéresse. Oui, je comprends. Et je vous dis clairement que j'ai toujours appelé à ce qu'on agisse dans la légalité. Je suis désolé, M. Berkoff, mais si quelqu'un peut me prouver le contraire, je me les coupe sur le champ et sans anesthésie. On va pas faire ça. On va pas faire ça, général. On va pas faire ça. Je parlais des lobes de mes oreilles. Hein. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, André Coustou. Merci, général Coustou. Vous avez été en tout cas très clair dans vos propos. À mon avis, ça va susciter beaucoup de réactions. À très bientôt. Merci. Merci, merci général André Coustou. Je rappelle que vous êtes président d'honneur de Place d'Armes.